C'est un conflit auquel peu de monde s'attendait. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis maintenant 1 an. Alors doit-on s'attendre un jour à un conflit entre l'Algérie et le Maroc? Quel enseignement, quelles leçons tirer de ce conflit en Ukraine pour nous Marocains? Quel enseignement en termes de stratégie militaire? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. 3e et dernier épisode concernant la guerre en Ukraine. Et nous allons projeter cette guerre en Ukraine, ici au Maroc et en Algérie. Quelles leçons tirer de ce conflit, ici pour nous Marocains? Nous en parlons avec nos deux invités, Nizar Derdabi et Aminater. Bonjour Nizar Derdabi. Bonjour. Nizar, je voudrais qu'on commence cet épisode du scan par expliquer pourquoi ce conflit, il est regardé de près ici par Rabat. Alors, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un laboratoire à ciel ouvert pour les stratèges, pour les militaires, pour les grands décideurs. Pourquoi? Parce que vous savez que les forces armées préparent la guerre et que ce soit les entraînements, les formations ne remplaceront jamais un vrai conflit militaire. Alors, ce conflit militaire, il est regardé pour voir quelles sont les avancées technologiques, quelles sont les contraintes que rencontrent les armées sur le terrain. Et donc, à partir de là, on va tirer des enseignements que l'on va essayer d'incorporer dans notre propre réflexion et notre propre planification militaire et faire en sorte de préparer les futures guerres qui ressemblent de plus en plus au format de guerre de haute intensité. Nizar Derdabi, si on devait extrapoler ce conflit ici dans la région entre le Maroc et l'Algérie au niveau des techniques russes, de la stratégie russe, est-ce qu'on peut calquer ça sur la stratégie et la technicité de l'armée algérienne? Oui, parfaitement. On sait tous que l'Algérie, du point de vue doctrinal, a des références russes. Pourquoi? Parce que les généraux russes, les hauts gradés de l'armée russe ont tous fait leur gamme dans les écoles de formation russe. Donc il y a cette stratégie, cette doctrine russe qui existe au niveau de l'état-major algérien. Mais d'autre part, chaque état-major, chaque armée adapte sa propre stratégie à ses besoins stratégiques, mais aussi aux menaces auxquelles elle fait face. On sait que le terrain en Algérie n'est pas le terrain en Russie. Donc il y a des contraintes géographiques, il y a des contraintes tactiques, opérationnelles, qui font que chaque armée a ses propres capacités qui lui sont propres. Après, comme l'Algérie dépend en grande partie du matériel et des équipements militaires russes, on peut tirer beaucoup d'enseignements sur l'usage du matériel russe qui est fait en Ukraine et puis adapter ça à un contexte qui serait plus local et régional. Alors, je voudrais qu'on voie avec vous, messieurs, Aminater, Nizar Derdabi, les 3 principaux enseignements à tirer au Maroc de cette guerre. Peut-être le premier enseignement, d'abord, Nizar Derdabi, c'est l'importance de la technologie. Ça a été bien montré, bien vu du côté de ce conflit en Ukraine. Tout à fait. Dès les premiers jours, on a vu l'impact que pouvaient avoir des armes de rupture technologique, ça veut dire des armes nouvelles, de nouvelle génération, qui pouvaient contrer des armes ennemies. Alors, dès le début, les Russes ont essayé d'avoir la suprématie aérienne. Pourquoi? Parce que leur force, leur flotte aérienne en nombre d'appareils était beaucoup plus supérieure. Donc, la première mission a été de détruire tous les systèmes de défense antiaérien et rapidement, les Ukrainiens ont demandé un soutien en missiles antiaériens pour traiter la menace des avions russes, des missiles et des hélicoptères. Donc c'est ce qu'on appelle un game changer. C'est ce qui permet de rétablir le rapport de force et l'importance de la technologie était très importante. À travers les manpads, les missiles portés sur épaules de combattants qui pouvaient détruire un avion, un hélicoptère qui coûte 40 ou 50 fois le prix du missile, mais également pour détruire la menace des chars aussi à travers des lance-roquettes, etc. Donc l'importance de la technologie est capitale maintenant sur les théâtres d'opération. Le deuxième enseignement, Aminater, c'est finalement la chaîne de commandement russe. On a vu qu'elle n'était pas si forte ou efficace, efficiente que ça. Elle était surtout rigide. Elle est rigide parce qu'on a vu que ça se voit même aujourd'hui sur la nouvelle phase des combats. On revoit les mêmes erreurs qui ont été commises lors de l'invasion, notamment à Vuhledar.
À Wuhledar, là, on a vu une colonne se diriger en plein terrain découvert pour attaquer une ville sans protection aérienne, sans déminage préalable, et la colonne s'est fait carrément détruire en cours de route. Donc c'est là la force de cette armée ukrainienne, c'est la flexibilité, l'autonomie de sa chaîne de commandement. Il y a des grandes lignes stratégiques et tactiques qui sont formulées bien sûr par l'état-major à Kiev, et chaque commandant de zone, chaque chef de bataillon, chaque niveau de grade a sa responsabilité et une autonomie au moment d'interpréter et exécuter ces ordres-là. Et surtout, la force de cette armée, et ça a été vraiment l'input des formations de l'OTAN qui ont été faites depuis ces 9 dernières années, c'est avoir un corps de sous-officiers compétents, flexible, et qui permet en cas de perte de l'officier qui commande de tenir les troupes, de maintenir l'objectif et même de réussir la mission. Donc un bon middle management. Un bon middle management, c'est le même souci qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. C'est pas, si on revient au niveau marocain, c'est un des défis de l'industrie et du commerce au niveau du royaume. C'est la mise en place d'un middle management qui puisse comprendre, assimiler et restituer la stratégie qui vient du management d'en haut et l'appliquer, et qui connaît les réalités du terrain. Troisième enseignement, Nizar Derdabi, c'est l'approvisionnement en matériel, l'économie de guerre de ce conflit. Oui, j'appellerais ça plutôt la logistique de guerre. D'ailleurs, avant, on disait que pour gagner une guerre, il faut avoir les qualités d'un chef, c'est un grand stratège. Maintenant, on a plus besoin de chefs, de grands logisticiens. On ne peut pas gagner de guerre si on n'a pas une bonne chaîne logistique. Et ça s'est vu, comme l'a dit Amine d'ailleurs, dès les premiers jours de l'offensive. S'il y a eu, on va dire, des obstacles qui n'ont pas permis aux Russes d'atteindre leur cible qui était Kiev, c'est parce que la chaîne logistique n'a pas suivi le mouvement des troupes. Donc l'importance de la logistique, ça implique aussi une chaîne d'approvisionnement en arrière du pays pour pouvoir soutenir le front, en pièces de rechange, en munitions, même en denrées alimentaires. Parfois on n'y pense pas, mais avec les conditions qui sont celles qu'on trouve maintenant en Russie, les soldats des fois ont plus besoin de rations alimentaires, de bien s'habiller, de se réchauffer pour après être en mesure de mener les combats. Alors, je voudrais qu'on revienne ici au Maroc et en Algérie, et puis s'intéresser au budget militaire, les regarder tous les deux, parce que c'est vrai qu'à Minater, les budgets militaires ont été doublés des deux côtés. Celui de l'Algérie est 2 fois plus élevé que celui du Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait aujourd'hui un conflit qui devait débuter entre les deux pays, on se projette bien sûr sur de la fiction, c'est un point fort non négligeable pour l'Algérie? Justement, la guerre en Ukraine a montré le contraire, parce que vu les capacités, le budget militaire russe comparé à celui de l'Ukraine, c'est incomparable. On peut revenir à la guerre en Afghanistan, les talibans n'avaient aucun budget, ça les a pas empêchés de gagner. Donc c'est ce qu'on fait de son outil de guerre, c'est ce qu'on fait, c'est la vision, c'est avoir un état final recherché. C'est avoir un objectif clair qui est répercuté à l'ensemble de la chaîne de commandement, qui est capable, en fonction, d'agir avec les outils qui lui sont offerts, plus que le budget. Les Américains, en partant du Vietnam, ont laissé des quantités astronomiques de munitions et de matériel, ce qui n'a pas empêché le Sud-Vietnam d'être absorbé par le Nord-Vietnam. Idem en Afghanistan, parce que justement, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas d'état final recherché. Donc, ça rentre en jeu quand il y a 2 pôles bien constitués. Là, on peut rentrer en jeu, mais toujours, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et toujours dans n'importe quel conflit, l'avantage reste toujours au défenseur qui maîtrise son terrain et est capable d'agir et de réagir en fonction de n'importe quelle avancée. D'accord, pas d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est clair, ce qui est indiscutable, c'est que en ayant un budget beaucoup plus important que le budget marocain, l'armée algérienne peut se renforcer en matériel, en nombre beaucoup plus important que ce que nous avons ici au Maroc. Alors, je prends un exemple, par exemple, pour la flotte aérienne. La flotte aérienne algérienne est supérieure en nombre à la flotte marocaine. Alors, quelle est la stratégie du Maroc? C'est d'essayer, à travers des achats ciblés, des armes de rupture technologiques, comme les systèmes de défense aérienne, de contrer cette capacité d'attaque algérienne. L'Algérie a en plus
d'avions de chasse en nombre supérieur aux avions marocains, des missiles balistiques qui pourraient éventuellement porter une attaque à l'intérieur du dispositif du territoire marocain. Donc le but du Maroc, c'est de contrer cette attaque à travers des systèmes de dernière génération, comme les systèmes Patriotes, comme les missiles Barak, qui sont des armes stratégiques que normalement les États-Unis et Israël ne vendent pas à tous les pays demandeurs. Alors, pardonnez-moi la dernière question que je voudrais vous poser, mais là encore, fiction, mais des fois la fiction est parfois réelle. S'il y avait un conflit entre le Maroc et l'Algérie, est-ce que c'est un conflit États-Unis-Russie ou est-ce que c'est un conflit Israël-Iran? Nizar Dardabi. Alors, les deux approches sont envisageables parce que c'est en fait deux rivalités qui ne sont pas nouvelles. Et en fait, le Maroc et l'Algérie sont quelque part reliés à ces puissances que vous avez citées. Pour moi, ce serait plus un prolongement de la rivalité Iran-Israël. Donc, on le sait, Iran et Israël sont deux ennemis existentiels l'un pour l'autre. Israël, pour elle, l'Iran est le premier ennemi. Pourquoi? Parce que l'Iran l'a dit ouvertement, il cherche à se doter de l'arme nucléaire qu'ils sont en train de développer actuellement pour viser directement l'État d'Israël. Et à travers le Maroc, à travers ses accords de coopération militaire et sécuritaire, à travers ce rapprochement a fait naître une hostilité de l'Iran envers le Maroc. D'ailleurs, dernièrement, c'est avéré, l'Iran mène beaucoup d'attaques cyber contre les intérêts marocains depuis que le Maroc s'est rapproché d'Israël. L'Iran aussi, à travers son proxy, le Hezbollah, ça a été prouvé par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita en 2018, qui avait dit que les Iraniens finançaient le Hezbollah pour que le Hezbollah forme des milices du Polisario. Ils fournissaient également des armes au Polisario. Donc en fait, cette rivalité, on va dire, elle existe. Et si guerre il y a, ce qu'on n'espère pas bien sûr, on est sûr que les deux pays derrière vont soutenir chacun des deux pays, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie. Aminater? Je partage l'avis de Nizar, et pour ce qui est de la deuxième volet que tu as évoqué, celui des États-Unis et de la Russie, c'est aussi juste parce que comme Nizar l'a déjà dit, c'est une proximité de doctrine entre le Maroc et l'OTAN. Avec les exercices African Lion, avec la participation des phares aux différentes missions de paix de l'ONU. Donc il y a beaucoup d'interopérabilité avec les armées occidentales de notre armée. Et les Russes, le seul pays avec lequel ils font ouvertement des exercices militaires et avec lequel ils participent à des manœuvres conjointes, c'est la Russie. Donc, et d'où ils se fournissent ça. Mais d'un autre côté, est-ce que la Russie a un intérêt à voir un embrasement au Maghreb, vu les relations qu'il a aussi avec le Maroc, et où il y a une vraie envie d'investir sur le marché marocain, notamment entre l'agriculture et, c'est récent, le nucléaire civil. Je pense que là où l'Iran pourrait avoir un effet accélérateur sur un conflit hypothétique, la Russie serait plus dans l'apaisement, vu qu'elle a autant de relations économiques et d'intérêts avec le Maroc qu'avec l'Algérie, et beaucoup plus diversifiées qu'avec l'Algérie. Merci beaucoup, messieurs. Nizar Dardabi, à très bientôt. Merci, ça a été un plaisir. Merci, Aminater. Merci.